Bienvenue à notre émission éducative Bon pied, bon oeil, bon cœur, remplie de belles informations. Aujourd'hui, on parle du vieillissement. Et on sait qu'avec la pandémie, on en a entendu parler. Par contre, c'est un processus normal de la vie. Mathieu Brion, kinésiologue stagiaire, nous entretient sur le sujet. Et par la suite, nous aurons le moment à cœur ouvert. Et nous avons pensé de rencontrer Marie-Claude Laroche, intervenante tout chaude, arrivée, intervenante au Proches aidants aînés de Charlevoix. Donc, quand je vous disais que c'était important de faire des mariages, oui, on va voir qu'est-ce qu'elle a à nous offrir. Et pour conclure, mon ami Gérald Gauthier vous donnera de nos nouvelles et de nos informations sur nos activités du Club Bon Cœur. Au revoir. L'émission Bon pied, bon oeil, bon cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Dufour de Baie-Saint-Paul. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai entendu souvent dans ma carrière d'étudiant en kinésiologie. Je dirais même trop souvent, peut-être même que vous l'avez déjà dit un jour, c'est la fameuse phrase « je suis trop vieux pour faire ça » ou « j'ai passé l'âge de faire ci ou ça ». Donc, aujourd'hui, j'avais envie de démystifier avec vous qu'est-ce que c'est le vieillissement, puis qu'est-ce qui est possible de faire avec le vieillissement aujourd'hui. Longtemps, ça a été vu comme une fatalité de vieillir. Donc, on pensait qu'on vieillissait, on avait des petits bobos, des petits problèmes, puis on était pris avec ça après ça. Il n'y avait plus rien à faire, puis on vivait ça comme si c'était la fin du monde. Puis, il fallait faire le deuil de nos capacités. Maintenant, on est en train de connaître mieux le vieillissement. On est capable de mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe avec le vieillissement. Puis, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai par rapport au vieillissement. Faut commencer par dire qu'il y a quand même certaines vérités. Donc, on le sait, c'est vrai, quand on vieillit, on va perdre un petit peu de nos capacités. Il y a des choses qui vont se passer. Notre système, entre autres, va ralentir. On va donc dépenser moins d'énergie pour faire les mêmes activités, ce qui fait qu'on va peut-être avoir un petit peu plus de facilité là, à accumuler des réserves, disons-le comme ça. Puis, l'autre chose, c'est qu'on va perdre un petit peu d'endurance. On va perdre un petit peu de force également. Il y a un phénomène qui va se mettre en place. C'est un phénomène qui a un nom qui s'appelle la sarcopénie. Donc, qu'est-ce que c'est la sarcopénie? C'est vraiment, avec le vieillissement, la perte de masse musculaire. Donc, évidemment, si on perd de la masse musculaire en vieillissant, on va perdre de l'endurance musculaire et on va perdre de la force musculaire. Donc, c'est à cause de ce phénomène-là, la sarcopénie, qu'on va perdre, à cause de la perte de masse musculaire, de la force et de l'endurance musculaire. L'autre chose qu'on a appris en étudiant le vieillissement, c'est qu'on s'est aperçu que ça n'avait pas le même impact pour chaque personne. Donc, on a toute une histoire de quelqu'un qu'on connaît, qui a 88 ans, qui est encore sur sa terre, qui est encore en train de bûcher son bois, puis qui est pimpant comme tout. Comme on a tout en tête une histoire un peu le contraire de cette histoire-là. Donc, quelqu'un plus jeune, peut-être 65 ans, qui commence à avoir de la misère à bouger, qui commence à avoir de la misère à faire ses activités de la vie quotidienne. Donc oui, le vieillissement, ça nous affecte tous différemment. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que ça nous affecte différemment. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire le tour de tous ces facteurs-là, mais il faut savoir qu'entre autres, il y a des facteurs génétiques qui peuvent jouer là-dedans. Il y a la maladie, donc si on a eu des maladies quelconques dans notre vie qui auraient pu affecter le vieillissement. Puis, un des trucs les plus importants qui va venir affecter le vieillissement, c'est vraiment l'inactivité physique et la sédentarité. Donc, qu'est-ce que c'est la différence? Pourquoi je parle de l'inactivité et de la sédentarité? Je vais vous expliquer un peu c'est quoi les deux. La sédentarité comme telle, c'est le fait d'accumuler plus de 8 heures de sédentarité par jour. Donc, des activités sédentaires, ce qu'on entend par là, c'est vraiment des activités qui ne dépensent pas ou peu d'énergie. Je pense par exemple à être assis, regarder la télé, ou encore lire un livre, ou juste être assis entre amis et jaser des dernières nouvelles. C'est toutes des activités qui sont sédentaires. On n'est pas en train de bouger, on n'est pas en train de dépenser de l'énergie comme telle. Donc, c'est ce qu'on considère comme des activités sédentaires, au contraire de tout ce qui demande à être debout, se déplacer, même juste faire la vaisselle. Des fois, ça demande une certaine dépense d'énergie.
Bref, c'est ça la sédentarité. C'est d'accumuler 8 heures consécutives dans notre journée où on ne fait pas d'activité qui dépense de l'énergie. Par opposition, l'inactivité physique, c'est un concept qui est relié, mais qui n'est pas exactement le même. Donc, l'inactivité physique, c'est vraiment de ne pas prendre part à des activités physiques pour la quantité recommandée par les agences de santé reconnues. Donc, quand je parle de la quantité recommandée, ce qu'on recommande, c'est un 150 minutes d'activité physique modérée à élevée par semaine. Donc, le fait de ne pas rencontrer ces recommandations-là, on considère que quelqu'un est inactif. Pourquoi ces deux concepts différents, la sédentarité et l'inactivité physique? Bien, c'est que c'est tout à fait possible d'être actif, donc de faire 150 minutes d'activité physique modérée à élevée par semaine, mais quand même d'accumuler 8 heures de sédentarité par jour. Donc, je pourrais être actif, mais quand même sédentaire. Donc, pourquoi je parle de ça? Bien, comme je l'ai dit, ça va avoir un gros impact sur le vieillissement. Entre autres, l'activité physique, sans l'éliminer complètement, bien, ça va venir ralentir le phénomène de sarcopénie dont on a parlé tantôt. Donc, c'est pas possible de l'éliminer. On va toujours avoir cette perte de masse musculaire-là. Par contre, on est capable de la diminuer grandement si on s'entraîne de manière sécuritaire et adaptée. Évidemment, on va aussi ralentir la perte d'endurance et la perte de force. Fait qu'il va sans dire que si on a plus de force, plus d'endurance, ou en tout cas qu'on en perd moins, bien, on va être plus efficace dans nos activités quotidiennes. Donc, ça va être plus facile, par exemple, de se lever debout, de marcher, d'aller chercher des choses qui sont lourdes à bout de bras, ou même de transporter nos sacs d'épicerie. C'est toutes des activités qui vont être plus faciles. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre que l'activité physique comme telle, c'est vraiment ça qui va faire la différence au niveau de la qualité de vie quand on va vieillir. Évidemment, plus on a été actif jeune et longtemps, plus ça va avoir des conséquences sur l'effet du vieillissement ou le ralentissement de la sarcopénie, de la perte de force et d'endurance. Par contre, est-ce que ça veut vraiment dire que ceux qui n'ont jamais fait d'activité physique de leur vie, ceux qui n'ont jamais été actifs, ça ne vaut pas la peine de se mettre actif? Bien, pas du tout. Ça, c'est un autre mythe qu'on entend souvent, c'est-à-dire, si je n'ai jamais fait d'activité physique, bien, ça ne vaut pas la peine que je me mette en faire, ça ne va rien donner. Ce qu'on s'est aperçu, puis ça, c'est la science qui le dit, c'est que dans le cas de l'activité physique, un peu, c'est toujours mieux que pas du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que même si on en fait juste un petit peu, on va avoir des bénéfices, on va en retirer des bienfaits, puis ça va améliorer notre qualité de vie. Puis ça, c'est un message, je pense que de toutes mes chroniques, c'est un des messages les plus importants que je veux que vous reteniez. C'est vraiment le fait qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre à l'activité physique, puis ça va toujours donner quelque chose de positif de le faire. OK? Bien entendu, il faut que ça soit fait de manière sécuritaire et de manière adaptée pour vous. OK? Parce que là, je peux déjà vous entendre me dire, oui, mais là, si j'ai des problèmes de santé, si j'ai des douleurs, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi l'activité physique? Bien, c'est là que viennent rentrer en ligne de compte les kinésiologues. Les kinésiologues, c'est vraiment eux qui sont équipés pour adapter l'activité physique de manière sécuritaire pour vous et s'assurer que ça a les bienfaits dont on est en train de parler. Donc, si vous avez des problèmes tels que des maladies cardio-respiratoires, des douleurs articulaires, des blessures musculo-squelettiques. Donc, c'est important de faire de l'activité physique qui ne va pas empirer ces problèmes-là. Et c'est vraiment le kinésiologue qui est équipé pour vous dire qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui va vous faire du bien et qui ne va pas empirer les douleurs. C'est aussi lui qui est responsable de dire peut-être que vous devriez mieux consulter un médecin avant de commencer l'activité physique parce que là, on a vraiment un plus gros problème à régler. Donc, lui, il va pouvoir vous orienter par rapport à ça. Ça m'amène justement au service qu'on donne au Club Bon Cœur. Donc, au Club Bon Cœur, il y a un kinésiologue qui est sur place ou un stagiaire en kinésiologie. Donc, on donne des activités, on donne des consultations. Donc, on vous invite fortement à venir nous voir, justement, si vous avez des questions, si vous avez envie de vous remettre à bouger pour qu'on puisse vous guider là-dedans de manière sécuritaire, mais surtout pour que ça donne des résultats. Parce qu'on ne peut pas s'entraîner de n'importe quelle manière puis espérer que ça va donner quelque chose. Il y a vraiment des méthodes, puis c'est le kinésiologue qui est le mieux placé pour vous guider là-dedans. Ça m'amène au défi de la semaine. Donc, cette semaine, ce que je vous mets au défi de faire, c'est d'essayer de faire 3 fois une activité physique qui va créer une dépense énergétique dans votre vie. Donc, ça peut être
presque n'importe quoi tant qu'on dépense de l'énergie plus qu'à l'habitude. Donc pour certaines personnes, ça peut être simplement aller faire du jardinage, faire la vaisselle, faire du ménage, des trucs comme ça. Pour certaines personnes qui sont plus en forme, ça peut être aller courir, aller marcher, quelque chose comme ça. Donc, je vous mets vraiment au défi cette semaine de bouger. Allez essayer de faire au moins 3 fois de l'activité physique pendant votre semaine. Et si vous avez besoin d'inspiration, je vous ai préparé une petite capsule pour vous montrer un entraînement tout simple que vous allez pouvoir faire à la maison. Donc, pour ceux qui ont besoin d'inspiration pour se mettre à bouger, aujourd'hui, je vous propose un entraînement très simple, une quinzaine de minutes maximum, et qui va permettre de cibler tous les groupes musculaires principaux qu'on veut travailler dans un entraînement. Donc, pour faire l'entraînement, ça va être simple. Je vais vous présenter des exercices, puis la consigne, c'est simplement d'en faire le plus grand nombre possible jusqu'à temps qu'on sente une fatigue. Quand on sent une fatigue, on va s'arrêter pour environ 1 minute ou 2 minutes, puis on va refaire l'exercice, le même exercice, une deuxième fois pour une deuxième série. Donc, on va faire 2 fois chaque exercice que je vais présenter. Donc, sans plus tarder, je vais commencer tout de suite avec le premier exercice. Ça s'appelle des levées de chaise. Certains d'entre vous pourraient connaître ça sous le nom de squat. Donc, simplement, ça va nous prendre une chaise comme celle que j'ai ici à l'arrière de moi. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les fesses, garder un beau dos droit, aller porter les fesses sur la chaise, juste les accoter. On ne va pas s'asseoir carrément, on va juste toucher et se relever. Comme ça. Ça va travailler les muscles des jambes, principalement les quadriceps, les fessiers. Donc, encore une fois, vous voyez que j'essaie de garder mon dos droit. Je vais vraiment juste aller porter les fesses. Puis, ce qui est important aussi, c'est d'éviter les genoux qui rentrent vers l'intérieur quand on baisse. Donc, on essaie d'envoyer les genoux vers l'extérieur quand on fait l'exercice. Ensuite, deuxième exercice, ça va être un exercice qui va travailler plus les muscles du dos et des épaules et qui va travailler un muscle pour la posture qu'on appelle le trapèze inférieur qui nous permet d'avoir une belle posture. Donc, on va venir s'asseoir sur la chaise. On va encore une fois garder un beau dos droit. On va se pencher légèrement vers l'avant à la limite de votre mobilité. Et puis, à partir de là, on va étendre les bras et on va faire ce qu'on appelle des levées en V. Donc, on va lever les bras le long de la tête en essayant de garder un beau dos droit et on forme un V avec nos bras. Et ce qui est bien important, c'est de vraiment aller chercher la contraction dans le haut du dos ici, de venir coller les omoplates, d'ouvrir la poitrine en fin de mouvement. Et voilà. Voilà pour le deuxième exercice. Le prochain exercice, ça va être un exercice pour les muscles des bras et les pectoraux, le fameux push-up. Donc, le push-up ou de son nom français, les pompes ou les extensions de bras. Donc, souvent, on va voir les gens le faire au sol, puis ça a l'air très difficile. Ce qu'il faut comprendre avec les extensions de bras, c'est que ça peut se faire avec un angle qui est moins contraignant. Donc, soit on peut s'accoter sur un mur, ou dans mon cas ici, ça va être un arbre, mais on peut aussi prendre un comptoir ou une chaise pour réduire l'angle puis faire en sorte que ça soit plus adapté à votre condition. Donc, essayez de trouver un angle que vous êtes capable de faire un certain nombre, comme par exemple de 8 à 12 répétitions. Donc, pour faire un push-up, en fait, on va se mettre le dos bien droit. On va s'accoter sur notre surface, que ce soit un arbre, mur, etc. On va s'assurer d'avoir les mains environ en dessous des épaules. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser et remonter, comme ça. Il va falloir faire attention à ce que nos coudes ne viennent pas monter comme ça, parce que là, on pourrait se faire mal aux épaules. Et voilà. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, on va faire le plus possible. On va prendre une petite pause. Après ça, on va faire une deuxième série. Ensuite, on passe à l'autre exercice, qui est un exercice pour les muscles des jambes, cette fois-ci, entre autres les fessiers et les ischio-jambiers. Donc, toujours avec notre surface, comme par exemple un mur, on va venir s'accoter juste pour garder l'équilibre. Puis ce qu'on va faire, c'est une jambe à la fois, on va faire une extension à la hanche. Donc, on va aller pousser la jambe à l'extérieur comme ça. Le talon en premier. Puis on garde le dos bien droit. Donc, c'est important de ne pas arquer le dos comme ça. Là, on va pouvoir, parce que là, on pourrait se faire mal au bas du dos. Donc, on essaie de garder le bas du dos bien stable. Ça se peut que la jambe ne monte pas très haut. C'est normal, ça va quand même venir travailler les muscles qu'on vient chercher à travailler. Et finalement, le dernier exercice que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un exercice qui cible les abdominaux. Un exercice tout simple qu'on peut faire encore une fois sur une chaise. Donc, on va venir s'asseoir sur la chaise.
Et ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va poser les mains sur les cuisses. On va étendre les bras, donc on va déplier les coudes. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir contracter les abdominaux et pousser contre nos cuisses avec nos mains. Donc c'est pas très visuel, là. Il faut vraiment imaginer que je contracte les abdominaux et je pousse en expirant contre mes cuisses. Donc ça ressemble un peu à ça. Je pousse, j'expire, 3 secondes et je relâche. J'inspire, je pousse en expirant et je relâche. Et à chaque fois, je viens rentrer le ventre, je viens contracter les abdominaux. Je pousse et je relâche. Voilà. Et vous maintenez la contraction 3 secondes à chaque fois. Donc, pour conclure là-dessus, je veux juste partager que j'ai souvent été témoin là, de personnes qui cherchaient toujours la pilule miracle, la fameuse pilule qui allait nous permettre d'avoir des résultats sans effort, sans nécessairement avoir à s'investir dans quoi que ce soit. Bien, pour l'instant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour l'instant, cette pilule-là n'existe pas. Par contre, son plus proche cousin, je pourrais vous dire que c'est l'activité physique. Ça fait vraiment des miracles. Moi-même, j'en ai été témoin de personnes qui avaient de la misère à bouger, avaient de la misère à simplement se lever de leur chaise, puis ils ont commencé à bouger, ils ont commencé à s'entraîner sous la supervision d'un kinésiologue, puis maintenant, ils marchent bien et avec confiance. Ça a changé complètement leur vie. Donc, c'est une pilule miracle. C'est l'effort, c'est l'activité physique. Il faut comprendre qu'il faut que ça soit toujours sécuritaire, donc il faut y aller à votre rythme. Choisissez vraiment quelque chose qui vous plaît, qui est personnel à vous, qui vous motive. Puis assurez-vous de le faire aussi régulièrement, parce qu'évidemment, si on le fait juste une fois de temps en temps, ça ne donnera pas nécessairement les efforts, les résultats qu'on recherche. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas le défi d'essayer de bouger au moins 3 fois cette semaine. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de recevoir René-Claude Larocque. Très heureuse de te revoir et surtout d'entendre ce que tu vas nous dire. Parce que prendre soin de soi, prendre soin des autres, il faut garder l'équilibre. Oui, et je pense que tu es la femme pour nous parler de cet équilibre. Parle-nous de toi, parle-nous de ce que tu es devenue maintenant. Oui, bien, c'est ça. Donc, je t'écoutais parler, Francine, puis ce que je vais vous dire, c'est moi, je suis là pour prendre soin de ceux qui prennent soin. Donc, mon titre officiel, c'est intervenante auprès des proches aidants, les proches aidants d'aînés de Charlevoix. C'est un nouveau service qui existe dans Charlevoix depuis le mois de juin le dernier. Donc, et mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les proches. Je dis accompagner, mais écouter d'abord et avant tout, oui. Accompagner et soutenir les proches aidants dans leur vécu, dans leur expérience, dans leur parcours de proches aidants. J'ai comme envie de dire, il y a autant de parcours, il y a autant d'histoires qu'il y a de proches aidants. C'est des parcours qui sont uniques. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment d'être là pour eux. Puis c'est vraiment ça, prendre soin de ceux qui prennent soin. Souvent, c'est ceux qui sont oubliés et c'est souvent ceux qui s'oublient eux-mêmes. Absolument. Puis je pense aussi que notre population est vieillissante. Alors, nos aidants sont aussi dans un processus de vieillissement. Oui, on a les deux. On a les proches aidants qui sont eux-mêmes d'un processus de vieillissement, donc c'est d'autant plus important qu'ils prennent soin d'eux parce qu'ils ont eux-mêmes peut-être certaines difficultés ou limitations liées à leur propre vieillissement, peut-être moins d'énergie, peut-être des besoins de soins eux aussi. Et donc, en plus de ça, ils prennent soin, exemple, de leur conjoint. Souvent, chez les personnes vieillissantes, on va voir ça chez les couples. Beaucoup, oui. On a aussi ce qu'on appelle, on entend de plus en plus la génération sandwich. Donc, des gens qui, peut-être comme nous, sont encore sur le marché du travail, peuvent prendre soin d'enfants d'un certain âge à la maison, mais prennent soin également de leurs parents. Donc, d'où l'idée de la génération sandwich. Donc, il y a comme vraiment deux types de proches aidants, mais effectivement, la majorité, là, elle est quand même des proches aidants, ce sont des personnes qui sont qu'on peut considérer là, dans les 50 ans et plus. Là, donc, Mais toi, tu peux bien comprendre, parce que tu l'as vécu. Hein? Tu as fait l'envers de la médaille et tu as fait un parcours aussi
on peut se le dire, avec l'Association des Prévention suicide. suicide. Oui, c'est Alors, ça. à ce moment-là, j'aimerais ça que tu me parles de ton expérience personnelle. Bien, à la base, ce qui m'a attirée, parce que c'est vrai que ça faisait 25 ans que j'étais en prévention du suicide. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce switch-là? C'est qu'il y a 20 ans, moi, personnellement, j'ai accompagné mon père qui était en fin de vie. Il était tout jeune, il avait 52 Oui, c'est ans, ça, j'allais un dire. cancer. Oui, Donc, ça a été quand même assez fulgurant dans son cas. Et mon expérience à moi, ça serait, comme proche aidante, je dirais c'est une expérience qui est pas idyllique, mais presque facile parce que il y a eu un début, une fin, ça ne s'est pas prolongé dans le temps. éternisé. Éternisé dans le temps. C'était à Victoriaville. Donc, il y avait un projet pilote de soins à domicile. On avait une infirmière qui venait tous les matins pour la médication, pour voir les soins, prendre ses signes vitaux. Le médecin venait une fois par semaine à domicile. Il y avait moi, ma soeur, j'étais en congé de maternité, donc j'avais du temps. Ça Le moment était propice à se vivre cette expérience-là. Ça a peut-être duré un mois de façon assez intensive. Oui, quand même. Mais c'est quand même début une fois. Mais déjà là, malgré ça, qu'on avait de l'aide aussi des sœurs de papa pour nous aider, on voyait malgré tout ça, que les conditions gagnantes étaient en place, on voyait les problématiques venir. Que ce soit les divergences de vision. Entre moi et ma sœur, on est deux filles, mais on avait des visions complètement opposées. Donc, ça crée aussi de des conflits étaient à venir. Il n'y en a pas eu, mais tu sais, je voyais toutes les problématiques, les difficultés de communication. Donc, mais à partir de là, pour moi, c'était une expérience au-delà des difficultés. Donc, ça m'a permis de voir l'ampleur des besoins quand on est proche aidant, puis l'importance d'aller chercher de l'aide. Mais c'est en même temps une expérience qui, pour moi, a été riche. Pour moi, c'était un privilège de pouvoir faire ce dernier bout de vie-là, parce que même s'il est en fin de vie, il est en vie. Donc, ça a été pour moi un privilège vraiment... de l'accompagner. Et ça m'a toujours... Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours dit que je travaillerais soit en fin de vie. Le mot proche aidant, je ne le connaissais pas à l'époque. J'en étais une, mais je ne le savais pas. Et donc, tout ça m'a amené de fil en aiguille à m'intéresser et à travailler aujourd'hui. Tu me parles de cette expérience qui a été positive, mais dans le proche aidant, aujourd'hui, ici, maintenant, est-ce qu'il y a des moments où les proches aidants sont vraiment laissés pour compte ou encore sont... Parce que tu dois faire du dépistage, tu dois les amener à vivre, aussi à se conscientiser sur ce qu'ils vivent, là. Bien, je pense que la chose la plus importante, c'est de se reconnaître comme étant un proche aidant. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui va offrir du soutien, que ce soit à un aîné et ou à une personne malade, de façon continue. Mais ça peut être 1 heure par semaine, une demi-heure par semaine. Tu sais, c'est pas la quantité. À partir du moment où on apporte du soutien à quelqu'un qui est en dehors du quotidien, en dehors de notre relation habituelle avec cette personne-là, on est un proche aidant. Et là, à partir de là, selon si on vit avec la personne, selon notre lien d'attachement avec la personne, selon la condition physique de la personne, là, l'intensité va être différente d'une personne à l'autre. Mais aussitôt, puis bien souvent, quand on commence à jouer le rôle de proche aidant, on fait quelques tâches. On va faire des commissions 1 fois par semaine. Il y a un processus qui s'installe. Puis là, rajoute un peu de transport, les transports pour aller voir le médecin, des choses comme ça. Ouais, je vais aller faire un petit peu de ménage. Tiens, je vais faire de la bouche, je vais en faire un peu plus. Fait que tranquillement, ça s'intensifie. Et si on n'a pas pris conscience rapidement qu'on jouait ce rôle-là, bien, on ne sait pas qu'on peut aller chercher de l'aide puis du soutien. Et souvent, ce qu'on remarque, et là, le lien que tu faisais là, avec mon ancien travail à prévention suicide, c'est qu'on va voir, il n'est pas rare de voir des proches aidants qui vont aller s'épuiser. Le découragement les empare. Le découragement, la fatigue, il y a une surcharge. Oui, ça peut être très positif, mais il y a quand même une surcharge. Absolument. On offre des soins à quelqu'un qu'on ne ferait pas dans notre vie. Il y a une surcharge physique ou fonctionnelle dans l'aide qu'on apporte. Il y a une surcharge mentale aussi. Absolument. Elle est toujours présente
Et donc, Se sentir responsable se aussi. sentir C'est être capable de voilà, couper avec. l'inquiétude. Oui. Maman, es-tu tombée? Maman, oui, on favorise le soutien, le maintien à domicile. Mais là, tu sais, on sait que maman de ce temps-ci, bon, tu perdais l'équilibre souvent. Fait que tu as toujours cette inquiétude-là. Tu appelles à tous les matins, vas-tu répondre? T'sais? C'est pour ça qu'il est important de faire des mariages, de s'entraider entre organisations, je pense aussi, Tout à pour fait. pouvoir, on dit que ça prend un village pour élever un enfant, Vraiment. mais pour les prochains aidants, peut-être que ça va prendre un grand village d'organisations communautaires parce que le communautaire, c'est proche du monde, c'est proche du cœur. Et je pense que tu es vraiment à la bonne place. Ah, Et je j'aime crois, ça. oui, c'est ça, je crois que c'est une belle ressource nouvelle dans Charlevoix. Oui. Et maintenant, il faut le publiciser. Donc, ben oui, le plus simple pour me rejoindre, ben, je pense, moi, j'ai une page web OK. pour prendresoin.com. Donc, toutes les coordonnées sont là. Je pense que l'idéal, c'est quand même de me rejoindre par téléphone. C'est dans le 418-633-4722. Et à partir de là, en fonction de ce que le proche aidant vit, en fonction de ses besoins, on détermine ensemble un moment quel type de soutien je peux lui apporter et peut-être préciser ce que j'ai oublié de faire, c'est que je peux me déplacer à domicile. Donc, Merveilleux, ça. parfois, pour les proches aidants, surtout ceux qui prennent soin de leur conjoint ou qui vivent avec leurs proches Pas facile aidés, de se déplacer aussi. c'est pas tout le monde qui peut les laisser. Puis comme il existe du répit, mais pas beaucoup d'heures de répit, donc souvent, ben, c'est plus facilitant si c'est moi qui vais à domicile. Donc voilà, c'est le meilleur moyen de me rejoindre. Mais je suis très contente de cette belle avenue pour nos prochains aidants. Pour nous autres, le Club Bon Cœur, c'est important qu'on puisse le savoir et surtout de faire affaire avec toi. Puis toujours la bienvenue au Club Bon Cœur pour travailler en concertation. Ça, c'est bien important parce que le partage des connaissances, c'est là aussi la réussite de savoir que nos gens sont bien entourés. Alors, on pense à tes proches aidants et avec toi, on ne s'inquiète trop. Merci beaucoup de l'entrevue. Ben, merci pour l'entrevue. L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Ligne-du-Four de Baie-Saint-Paul. Finalement, vieillir, ce n'est qu'un normal et c'est surtout un privilège. C'est aussi un privilège que de pouvoir compter sur des aidants, des aidantes naturelles. Alors, un conseil, prenons soin d'eux et d'elles également. J'aimerais vous rappeler que le Club Bon Cœur vous offre gratuitement sa revue à édition unique À notre santé. On y propose des exercices à faire à la maison. On y explique certaines définitions entourant l'activité physique. Il y a des témoignages de personnes d'autorité scientifique, éducationnelle, dis-je, et en politique de proximité qui rendent hommage à l'originalité et à la grande pertinence de la mission du Club Bon Cœur. La revue salue aussi la riche histoire du club et des gens passionnés et engagés qui, depuis 37 ans, ont contribué à son développement et à son évolution. Et puisque l'émission d'aujourd'hui traitait du vieillissement, soulignons qu'on retrouve une réflexion des plus positives sur le sujet dans la revue. Vous êtes donc invités, vous êtes conviés à venir prendre votre exemplaire ici, aux locaux du Club Bon Cœur, situé à Maisons-Mères. La semaine prochaine, on parle d'équipements sportifs et de leur coût à l'émission avec Mathieu Brion et sa conjointe Amélie, qui est également kinésiologue. Soyez des nôtres.